Et Gabou, ici Fouine, et aujourd'hui je vais débriefer ce Grand Prix totalement fou qui a été le Grand Prix d'Australie 2023. Complètement imprévisible, où on a cru que des scénarios allaient se reproduire par rapport au passé, mais au final ils se sont dit non, ce sera pas le scénario auquel tu es habitué de voir, ce sera complètement fou, et en effet ça a été complètement fou. Ces 3 derniers tours, absolument fou quoi. Entre c'est n'importe quoi, c'était n'importe quoi dans le sens totalement imprévisible. Enfin ces 3 derniers tours, ces 2 derniers tours, si on peut vraiment appeler ça des tours hein, au vu de comment ça s'est produit, mais waouh, imprévisible. Et d'ailleurs ça a permis de créer une première dans l'histoire, c'est-à-dire que un Grand Prix, du moins la course, a connu 3 drapeaux rouges dans la même session. C'est une première historique. Hein. La dernière fois qu'on avait eu deux drapeaux rouges lors d'un Grand Prix, j'ai souvenir qu'il y avait le Grand Prix de Mugello en 2020. Je sais pas s'il y en a eu un autre entre 2021 et 2022, mais celui qui me marque le plus, c'est celui-là, parce que c'était une boucherie hein, sur celui-là. Il y avait plus beaucoup de voitures pour rouler. Voilà. Bon, du coup, comme d'habitude, débrief pilote par pilote. Et, du coup, on en profitera quand on parlera des pilotes concernés de ces incidents de course. Et on va commencer en 20e position et premier non classé, Charles Leclerc. Et que ce soit clair, que ce soit clair, Leclerc, c'est un week-end pourri. Voilà, 7e position lors des qualifications. On pouvait espérer mieux, hein, évidemment, mais bon, là, à croire vraiment que c'était pas du tout pour les Ferrari, et en plus, il se fait devancer par son coéquipier. Donc là, ouais, non, c'est absolument pourrave. Hein. C'est absolument pourrave, absolument à oublier ce Grand Prix. Et d'ailleurs, si vous cherchez qui serait responsable pour l'accrochage, c'est évidemment Charles Leclerc. C'est totalement sa faute. Un week-end à oublier. Et même dans l'ensemble, je dirais que c'est à oublier pour Ferrari tout court. Mais on en parlera quand on sera sur Sainz. Pour le moment, le deuxième non classé, Alexander Albon. Et quel dommage! Quel dommage! Il était en 8e position lors des qualifications. Il y avait un véritable potentiel. Il y avait quelque chose à tirer de cette voiture. Et d'ailleurs, Alexander Albon, c'était là qu'il avait marqué ses premiers points l'année dernière. Donc voilà, il y avait quelque chose. Hein. Et malheureusement, il a fallu qu'il se crache. Il a mal négocié un virage et ça a été fatal. Fort heureusement, il n'y a pas eu de suraccident et on n'en était pas loin. Par contre, il y a un truc il y a une question que je me pose, c'est pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour mettre un drapeau rouge. Alors, ok, tu mets drapeau jaune dans un premier temps, ça, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est plus par rapport à Russell. Et puis, il y en a eu d'autres, mais ça, c'est un truc que je comprends pas trop avec les commissaires et les directeurs de course. C'est que on met un drapeau jaune, alors que on voit que ça va être difficile, ça va être compliqué. Ouais, ils laissent poireauter. Et est-ce qu'on mettrait pas un drapeau rouge? Ils attendent, ils réfléchissent, beaucoup trop de temps. Et du coup, oui, on met drapeau rouge et du coup, ça ruine des stratégies. Alors après, est-ce que c'est parce que j'aime bien Russell? Oui, aussi. Hein, donc, il y a ça, il y a peut-être ça qui joue, mais je me demande si on pouvait pas le mettre plus tôt ce drapeau rouge. Hein. Franchement, je sais pas, une voiture en plein milieu de la piste qui nécessite une lourde intervention et qui a énormément de débris. Je sais pas, moi, je sais très bien que c'est sujet à interprétation le règlement là-dessus. Et évidemment, on peut pas vraiment véritablement définir ce qui doit être impérativement drapeau rouge et ce qui doit être impérativement drapeau jaune. Ça, je veux bien le comprendre que c'est vraiment vaste. Mais je sais pas, moi, un peu de bon sens, je trouve quand même. Soyons raisonnables.
Ça aurait pu très mal terminer, mais bon, ça voilà, voilà. L'essentiel, c'est qu'il n'y a pas eu de blessés, juste de la casse, c'est tout. Toujours est-il, pour en revenir à Alexander Albon, bon ben voilà, c'est dommage qu'il y ait eu ça. Voilà, est-ce qu'il aurait tenu sur la longueur pour garder la sixième position? Peut-être, peut-être pas. Est-ce qu'il aurait été dans les points? Peut-être, peut-être pas. Hein. Toujours est-il que voilà, tout était bien parti, mais rien qu'à cause de ça, ça ruine complètement le week-end. En même temps, tu me diras, dès que t'abandonnes, ça ruine un week-end complet déjà de base. Oui, oui, évidemment. Mais là, c'est vraiment terrible. Ensuite, 18e position, George Russell, qui est le dernier pilote à ne pas être classé. Et ah là 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 là, que c'est frustrant pour George Russell. La guigne. Tout simplement, la guigne. Pourtant, tout était bien. Voilà. Il avait fait un excellent départ. Il a réussi à dépasser Max Verstappen. Il a tellement mis Verstappen en difficulté qu'il devait à la fois gérer Russell et Hamilton. Et ça a profité pour Hamilton qui était du coup en deuxième position. Ouais non, il faisait le boulot parfait. Puis il y a eu cette safety car qui s'est transformée en drapeau rouge. Et la stratégie de faire arrêter George Russell n'était pas mauvaise en soi. Hein. Là, j'insiste là-dessus. Hein. C'est pas déconnant. C'est une décision qui peut être logique, un peu bizarre certes, mais pour moi à ce stade, il n'y a pas de véritable erreur de stratégie là-dessus. On mise sur le fait que ils vont devoir s'arrêter à un moment ou à un autre et on laisse le champ libre potentiellement pour Russell d'avoir la première position. C'était la stratégie comme elle était faite. Mais bon, malheureusement, on sait très bien ce qui s'est passé. Il a dû subir le drapeau rouge et ça l'a condamné à une petite remontada parce que parce que évidemment, bah, ceux qui ne sont pas arrêtés, ils ont eu un arrêt gratuit. Donc voilà, déjà ça a bouleversé un peu la course. Après, le seul truc qui me rassurerait presque, bon bah, c'est que quitte à avoir la guigne, autant y aller à fond. La voiture a cramé. Bon, pas de bol. C'est vraiment pas de bol pour George Russell parce qu'il méritait d'avoir des points et même de très gros points. Euh, bon, c'est comme ça, c'est la mécanique hein, qui joue des siennes, la fiabilité. Et voilà, ça, cette fois, c'est sur George Russell. C'est dommage hein, parce que franchement, s'il y avait eu un peu plus de tours et s'il y avait eu de meilleures circonstances, je pense que j'aurais pu le mettre en excellent. Mais là, non, je vais pas mettre en excellent. Voilà. Mais il a été très bon dans la tier list. Hein, voilà. Je l'ai mis à 4 sur 5 parce que j'estime que mine de rien, sur le peu de tours qu'il a fait, il s'est très très bien défendu. Ensuite, nous allons voir les pilotes qui ont abandonné, mais qui sont classés. Et c'est justement les pilotes qui ont subi les drapeaux rouges. Et parmi ces pilotes qui ont subi les drapeaux rouges, il y en a un qui a dû le provoquer. Je veux bien sûr parler de Magnussen. Bon, Magnussen, comment dire, ça va être un peu un running gag, ça va être un peu le running gag, mais j'ai pas suivi sa course. Il est, là, j'ai la capture d'écran pour dire que voilà, il était entre la 12e et la 14e position au moment où il y a eu le crash. Bon, compliqué, très compliqué. Hein. Ah là, il était là. Hein. Bon, il nous a rappelé qu'il était là avec ce crash. Mais de toute façon, c'était pas une bonne course. Hein. Hülkenberg était dans les points et il est resté dans les points d'ailleurs. Et Magnussen n'y arrivait pas. Voilà, c'est un peu terrible à dire. Transparent, inexistant, mais bon. Voilà, pas grand chose à dire de plus, hein, si ce n'est que, à la limite, on peut le remercier d'avoir offert le spectacle qui suit après, hein. Mais bon,
C'est le seul truc que je pourrais dire, hein. Bon, au moins, ce qui est bien, c'est que contrairement à une autre année, ça a été fait dans les règles et ils se sont assurés qu'il y ait des tours de course, même si je ne partage pas du tout cette philosophie comme ça, de relancer une course comme ça. Je dois bien admettre que le spectacle était là. J'en parlerai quand j'aborderai les Alpines. Ensuite, 16e position, Logan Sargent. Bon, il n'y avait pas grand-chose à sauver pour Logan Sargent, malheureusement. Son coéquipier était meilleur. Bon, il s'est craché, certes, mais il n'a pas, voilà, il était cantonné à la dernière position. Avant qu'il y ait le drapeau rouge, il était 16e à 26 secondes derrière Bottas, qui était 15e, et De Vries était derrière, mais avec des pneus soft à 10 secondes. Je sais pas s'il aurait pu remonter, franchement. Mais oui, bon, bah, voilà, c'est pas bon, quoi. C'est pas bon du tout. Et 15e position, Nick De Vries. Bon, bah, comme voilà, comme je l'ai dit, il était derrière Sergent. Et voilà, il était pas, il était en dernière position, tout simplement. Compliqué, compliqué pour les deux, hein, surtout quand on voit que Tsunoda, même si c'est un peu plus compliqué sur ce Grand Prix, bah, faisait tout ce qu'il pouvait. Et bon, c'est comme ça. Ensuite, les deux plus grosses victimes de ce restart, de ce Tour 57, Ocon et Gasly. Oh que c'est terrible. Oh que c'est terrible pour eux. C'est c'est vraiment pas de bol, hein. Alors, on va essayer de recontextualiser comment c'était lors du restart. Tout d'abord, même avant, tout d'abord, Gasly, excellente course. Voilà. Excellente course à son niveau. Il était cinquième. Il ne pouvait pas véritablement espérer mieux, je pense, hein. C'était, voilà, c'était la position qui lui était promise. Il était à 3 secondes 8 derrière Carlos Sainz, qui avait fait un beau dépassement d'ailleurs, hein, faut le souligner. Et il était 1 seconde 8 devant Stroll. Donc à partir de ce moment-là, voilà, à moins qu'il y ait une catastrophe, ce qui est arrivé, la 5e place était promise et il y avait une bonne dizaine de points à aller gratter. Et Ocon, lui, en grappillait un. Donc 11 points pour Alpine. Et Ocon, pour précision, il était à 2 secondes 8 derrière Hülkenberg, qui était 9e, et 12 secondes devant Piastri. Et du coup, qu'est-ce que cela donne Ben voilà, ça donnait un bon week-end qui se profilait, et malheureusement, il y a eu cet accrochage. Mais recontextualisons cet accrochage. Nous avons donc le restart, tour 57. Il y a un accrochage de Sainz sur Alonso, ce qui crée une pagaille énorme à la relance. Et là, c'est un jeu de survie. Là, Gasly, il doit gérer ce qui s'est passé devant. Il doit gérer l'accrochage qu'il y a eu. Il doit absolument tout éviter. Il doit absolument vérifier qu'il y ait personne devant lui ou derrière lui. Bref, il y a tellement de choses à vérifier que c'est tellement le chaos que je peux pas en vouloir à Gasly d'avoir accroché Ocon. Évidemment que c'est frustrant. Évidemment qu'il y avait des points qui étaient facilement abordables. Évidemment que c'est terrible, que c'est vraiment une énorme occasion manquée, mais compte tenu de tout ce qui s'est passé, franchement, ce serait horrible de tout mettre sur le dos de Gasly. Il y avait, voilà, c'était le chaos. Tout simplement, c'était le chaos. Si on cherche un responsable, c'est pas Gasly, c'est Sainz. Et puis, de toute façon, Sainz, là-dessus, j'en parlerai, mais il a été puni pour ça. Mais ouais, c'est franchement la plus grosse déception, évidemment. Et pourtant, ils ont fait, voilà, ils ont fait le week-end parfait pour Gasly. C'était le week-end parfait et un peu moins vrai pour Ocon, mais au moins il avait les points. Il faisait le boulot tout simplement.
ils faisaient le boulot comme et ils étaient positionnés là où ils doivent être positionnés actuellement, ce qui était la cinquième meilleure écurie. C'était leur position. Ils ont profité de quelques contretemps d'autres écuries. C'était parfait, mais malheureusement, ouais. Franchement, ouais, voilà, comme je dis, j'arrive pas je peux pas être en colère envers les deux pilotes. C'est parce que c'est pas, tu vois, c'est s'il y avait vraiment eu une bataille entre les deux, voilà, ça se chamaillait depuis plusieurs tours et que ça aurait fini sur un accrochage. Là, j'aurais dit quelque chose. Là, j'aurais certainement dit quelque chose. J'aurais dit, mais punaise, mais c'est là que, pourtant, je déteste les consignes d'équipe, mais là, j'aurais dit, il fallait avoir une consigne d'équipe et tout. C'est quoi ce bordel on peut pas, ils peuvent pas se permettre ça. Là, non, non. C'est vraiment cascade de conséquences. Et là, c'est l'effet papillon. C'est pas de bol. Franchement, pas de bol. Ah, espérons que ils auront le temps de repenser à tout ça, de laisser la déception qui doit être immense de côté dans 3 semaines au Grand Prix d'Azerbaïdjan. Donc voilà, c'est tout ce que je souhaite que pour le prochain Grand Prix, voilà, ils oublient tout ça pour se concentrer sur le moment présent. Je m'inquiète pas sur le fait qu'ils vont y arriver, hein, même si ça va laisser une petite cicatrice. Mais voilà. Toujours est-il que c'est vraiment pas de bol. Ensuite, 12e position, Carlos Sainz. Il est arrivé techniquement en 4e position. Mais, comme je l'ai dit, accrochage avec Fernando Alonso et 5 secondes de pénalité. Alors là, on pourrait me dire, ouais, mais attends, c'était les premiers tours. Il y a Leclerc qui a fait un incident au premier tour et pourtant il a rien eu. Bah, j'ai envie de dire, voilà, j'ai envie de dire, bah, c'est les commissaires. Hein. Mais là, pour le coup, autant Charles Leclerc, il s'est sorti tout seul, et puis même de toute façon, en règle générale, les commissaires ont tendance à ne pas pénaliser au premier tour de course, et je dis bien au premier tour de course. Là, quand même, pour toute la cascade de conséquences qu'il y a eu avec Carlos Sainz, pour tous les abandons qu'il a provoqués, et il a failli provoquer l'abandon de Fernando Alonso, et punaise, il a eu du bol là-dessus, parce que quand il a pu redémarrer, mais il était dans les dernières positions, mais comme il n'y avait pas les microsecteurs, il n'y avait pas de microsecteurs qui étaient pris en compte, il n'y avait pas suffisamment de mètres parcourus. Il a pu reprendre sa 3e position, certes, mais bon. Compte tenu de tout ce qui s'est passé, ouais, c'est normal qu'il ait eu ces 5 secondes de pénalité. Alors il peut crier, c'est frustrant, je suis d'accord, hein, mais ouais. Là, le week-end qui s'annonçait correct, hein, pour le coup, pour Sainz. Et d'ailleurs, si on accepte ces derniers tours, là j'ai enfin vu Sainz se battre. Là, je l'ai enfin vu combattre pour avoir la meilleure position. Chose que je me plaignais depuis le début de saison. Alors certes, c'est pas avec les top teams, mais bon, là pour le coup, au vu des résultats qu'enregistraient les Ferrari, c'était très difficile d'avoir les top teams. Mais ouais, non, c'était pas une course dégueu. Et ouais, bah il a fait la 4e position, mais bon, il y a eu ça. Il a tenté le tout pour le tout en créant un écart avec les autres pilotes hein, lors du tout dernier tour de parade. Manque de bol d'un côté, ben, les 3 premiers avaient pas spécialement envie de rouler, ce qui est compréhensible, hein, parce qu'ils avaient pas, parce que tout simplement ils avaient pas envie de foirer leur position qui était acquise. Hein. T'imagines si les 3 premiers se disent ah ben tiens on va faire la course et que le moteur lâche, ça servait à rien. Là pour le coup il y avait aucune précipitation à avoir. Ouais. Après, c'est vrai que c'est étrange de faire un dernier tour de course, mais bon, c'est vrai que le règlement, techniquement, voilà, si c'est possible de reprendre, ils reprennent. Hein, et c'est vrai qu'il y a
pas grand chose qui pourrait justifier le fait d'utiliser un drapeau rouge et d'arrêter complètement la course là-dessus. Et voilà, c'est le problème d'un règlement qui laisse trop d'interprétation, mais bon. Toujours est-il que Sides, voilà, l'accrochage qu'il fallait pas faire, lui coûte toute la course, tout le week-end, tous les efforts qu'il a fait. Et là, c'est peut-être le bon moment pour parler des procédures de départ. Parce que je l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos, mais autant évidemment pour le spectacle c'est bien, voilà, je vais pas me cacher que d'un côté le spectacle, ah ben avec ça on en a eu, mais d'un autre côté, je me dis je sais pas, moi j'aime pas les départs arrêtés. C'est disons que je n'aime pas les départs arrêtés quand on est euh, à la fin de la course. Parce que ça, alors oui, ça remet tout à zéro, je suis d'accord, c'est bien pour le spectacle, mais je trouve que ça reflète pas totalement les efforts qu'ont eu certains pilotes. C'est pour ça que moi, je l'ai toujours dit, c'est toujours un point où je suis en total désaccord avec le règlement. C'est le fait que on puisse choisir entre départ arrêté et départ lancé, et que ce soit le départ arrêté quand il n'y a aucun risque. Mais là, non, ça- c'est à chaque fois comme ça. Alors, certes, je dis à peu près la même chose que je vais dire au Grand Prix d'Azerbaïdjan et ce que j'ai dit sur une des vidéos où je me questionnais sur les décisions de Michael Masi. Mais là, voilà, pour moi, je trouve que c'est pas équitable. C'est comme ça. Moi, je trouve que c'est pas équitable. Euh, je suis pas contre les départs arrêtés, mais voilà, j'imagine que par exemple durant je sais pas, les 5 premiers tours, allez, si on veut être généreux, les 10 premiers tours, mais moi je suis plutôt dans les 5 premiers tours. Si jamais il y a eu un incident, eh bien on refait un départ arrêté. Et au-delà, on fait toujours un départ lancé. Certes, ça fait moins de spectacle, mais ça permet de donner l'illusion, pour moi, du fait que euh, voilà, les pilotes qui sont classés, qui ont réussi à grappiller des positions, ils l'ont pas démérité. C'est plus dans ce principe-là. Mais bon, voilà, le règlement privilégie le spectacle, et c'est écrit dans le règlement techniquement. Mais voilà. Je sais pas ce que vous en pensez là-dessus. Après, je me pose peut-être trop de questions hein, sur ça, mais peut-être tout simplement parce qu'il y a des pilotes que j'aime qui ont subi ça. Mais bon, je préférerais mille fois qu'on conserve au maximum les écarts, qu'on conserve au maximum les places. Alors les écarts, c'est pas possible évidemment, mais qu'on conserve au maximum les places et que on puisse véritablement, voilà, donner un peu plus de chance à celui qui a fait l'effort d'être dans les premières positions, de pouvoir conserver cette position et pas de rabattre les cartes pour ensuite foutre tout le bazar dans la grille quoi. Je sais pas ce que vous en pensez là-dessus. En tout cas, voilà, moi j'ai ma position là-dessus. Euh, on peut ne pas être d'accord, hein, mais voilà. Voilà, c'est ça que je cherchais depuis tout à l'heure, le mot. Je suis plus dans la méritocratie que dans le spectacle. Voilà. C'est plus de la méritocratie là-dessus. Je sais pas quel est votre point de vue, mais je serais curieux de savoir. Bref, après cette longue parenthèse, on va revenir sur le débrief pilote par pilote et on va enchaîner avec Valtteri Bottas. Bon, c'était pas son Grand Prix, soyons clairs là-dessus. Il était 15e à 11 secondes derrière Ah oui, c'est vrai, Magnussen, c'est vrai que c'est lui qui s'est craché au moment où j'ai pris la capture d'écran. Il était un petit peu craché depuis un petit moment. Donc ouais, bon, Bottas était loin derrière. C'est ce qu'il faut retenir. Il était loin derrière Magnussen. Et bon, il n'y a pas de miracle, hein. Valtteri Bottas, c'était pas un bon week-end. Après, on pourrait dire que Zhao, ouais, il marque les points, certes, mais c'était pas non plus un bon week-end.
j'aimerais nuancer un petit peu ça pour Zhao. Parce que Zhao, il était 12e, mais l'écart avec Valtteri Bottas, bon, c'est vrai qu'il y a Magnussen entre les deux, mais sur ce que je vois, il y avait au moins 15-16 secondes. Zhao, là-dessus, était bien supérieur à son coéquipier. Donc 9e position pour Zhao, c'est largement mérité avec tout ce qu'il y a eu. Voilà, c'est un long de consolation là-dessus d'un côté, mais ouais, ça récompense les efforts de Zhao. Et puis même, on prend les points comme on peut. Hein, voilà, voilà, c'est comme ça que les petites écuries pourront prendre des points. Autant en profiter. Donc c'est pour ça que je vais mettre Bottas un peu moins bon par rapport à Zhao. C'est pour ça que dans le classement dans la tier list que je fais, voilà, Zhao est un peu plus, voilà, il a un peu plus que Bottas. Du coup, je n'ai pas parlé du 10e entre les deux, Yuki Tsunoda. Bon, bah, quoi qu'il arrive, il était 13e, il était derrière Zhao et Piastri. Hein, puis bon, de toute façon, à partir du moment où il y a eu relance de course, les positions n'ont pas bougé, hein, évidemment, mais il y avait 4 secondes d'écart, quoi qu'il arrive, c'était voilà, c'était irrattrapable. Mais même si ça s'est moins vu sur ce Grand Prix, ça récompense quand même la persévérance de Tsunoda, qui mérite d'avoir au moins un point. Ça, je l'ai dit depuis 2 Grands Prix. Cette année, il persévère et malgré le fait que la voiture ait des signes de faiblesse, il tente. Il y a quelque chose qui commence un petit peu à changer avec Tsunoda. Je pense que c'est peut-être aussi dû au fait qu'il a le statut de pilote numéro 1 et aussi d'un côté qu'il doit faire ses preuves, hein, parce que après 2 années où vraiment je suis très mitigé, j'étais très mitigé sur lui, là ça y est, il y a peut-être quelque chose qui s'installe avec Tsunoda, peut-être quelque chose de durable, peut-être un peu plus mature, même si on l'entend des fois crier encore, mais je sens qu'il y a quelque chose de changé avec Tsunoda. Est-ce que ça va se confirmer après? Ça, j'en sais rien. Toujours est-il que un point, c'est inespéré, mais il le prend et il a bien raison, et c'est tant mieux. Ensuite, 8e position, Oscar Piastri. Oscar Piastri avant restart était 11e, bien derrière Esteban Ocon qui était 10e. Il y avait 12 secondes d'écart. Bon, vous allez me dire, ouais, mais il a marqué les points, donc ça va, il a fait une bonne course. Alors, un bon week-end, au final, au vu de ce qui s'est passé, oui, bonne course dans l'ensemble. Hmm, euh, bon, il y a du progrès. Il y a du progrès, ça je vais pas dire le contraire là-dessus. Bon, voilà, il y a quelque chose, il y a du progrès avec les McLaren. De toute façon, dans l'ensemble, les McLaren, voilà, elles ont fait mieux que c'est leur meilleure course tout simplement. Mais voilà, je suis toujours un petit peu, ouais, je doute, hein, parce que 16e lors des qualifications, 11e avant le restart, et il termine 8e, en profitant de beaucoup de concours de circonstances. En profitant notamment des deux Alpines et de la pénalité de Sainz. Alors, c'est bien, il prend les points, mais bon, voilà, je suis pas totalement convaincu par ce week-end pour Oscar Piastri. Vraiment, voilà, voilà, je mets un petit peu décevant là-dessus, mais bon, c'est voilà, voilà, je suis pas, il m'a pas transcendé, ça m'a pas transcendé la course de Piastri, malgré les progrès, ça faut bien l'admettre. Mais voilà, ça m'a pas plus convaincu que ça. Alors ouais, Piastri, quand je regarde le classement, au moment où j'ai pris la capture d'écran, ouais, j'ai dit 3 secondes derrière Ocon, non, 12 secondes derrière Ocon et 15 secondes devant Zhao. Que ouais, bon bah, il était à la porte des points, quoi.
Bon, les concours de circonstances ont fait que, tant mieux, mais bon. Voilà, voilà. Pas convaincu par Piastri sur cette course, malgré le fait qu'il marque 4 points. Et ça doit quand même faire du bien à McLaren. D'ailleurs, Norris avec 8 points, ça va faire du bien aussi. Parce qu'ils en avaient besoin, surtout que leur saison s'annonce peut-être très très longue. Et si au moins ils peuvent grappiller des points comme ça, c'est toujours bon à prendre. Ensuite, septième position, Nico Hülkenberg, comme dirait Daniel Ricciardo. Nico Hülkenberg qui a fait une course ma foi correcte. Hein, c'était pas voilà, c'était pas mauvais, c'était pas excellent non plus, mais la course était correcte. Voilà, il a démarré 10e, il était 9e, il a lutté pour la 8e position avec Lando Norris, mais Lando Norris l'a dépassé. Et d'ailleurs, ça a failli mal terminer. Non, 9e pour Hülkenberg, c'est correct. Puis ça s'est terminé en 7e position, donc franchement, ouais, non, c'est bien, voilà. Pas grand chose à dire de plus, c'est vraiment une très bonne opération, tant mieux pour Hülkenberg, voilà, c'était bien. Ensuite, Lando Norris 6e. Alors, Lando Norris, il a démarré en qualification, il était 13e, donc il avait réussi à être en Q2, là où son coéquipier était coincé en Q1. Il avait réussi à remonter pas mal de positions, il a fait de très belles batailles, hein, comme je l'ai dit avec Hülkenberg notamment. Il avait 7 secondes de retard sur Perez qui était qui est septième d'ailleurs, hein, qui était septième où il y a eu l'accrochage. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ah oui, il avait collé une avance à Hülkenberg et du coup, ouais, bah Norris a fait vraiment une course. Je vais pas dire très bonne course parce que d'un côté si, c'est une très bonne course évidemment. Mais ouais, non, je vais dire que c'était bien. Voilà, c'était bien, c'était correct. Même si dans mon cœur, je mettrais beaucoup plus, hein, parce que évidemment, si vous si vous écoutez la première fois le débrief, vous saurez que maintenant que Norris est un de mes pilotes chouchou. Voilà. Et ce qui est pas un scoop pour tous ceux qui écoutent ça et et pour qui je répète ça assez fréquemment. Et maintenant, vous êtes sûr que je vous ai pas dit que j'aimais Norris? Voilà, franchement, je suis content pour Lando Norris, cette 6e position et ses 8 points, parce que ça va être long cette saison. Mais voilà, il y avait quand même du progrès avec, voilà, on sent que ils maîtrisent mieux la voiture, les deux pilotes. Il y a peut-être quelque chose à en tirer, hein, mais bon, je veux pas être trop optimiste parce que il y a des configurations de course, je pense que ça marchera pas. Il y a des configurations qui ne fonctionneront pas et ce sera une grande désillusion. Donc je vais prendre course par course, dire qu'il y a du progrès, mais je vais rester prudent sur la capacité McLaren à être dans les meilleures positions. Pour moi, voilà, c'est évidemment un coup de chance là-dessus. Bien que Lando Norris avait déjà des points de base, le fait qu'il en ait 4 de plus, voilà, c'est toujours bon à prendre et ça fait du bien. Et tant mieux. Cinquième position, Sergio Perez. Sergio Perez, vous allez me dire, si vous n'avez pas vu le week-end, qu'est-ce qu'il fout là? Et si vous vous dites qu'est-ce qu'il fout là, je vais vous répondre très simplement. Et je pense que tous ceux qui auront vu le week-end complet vous le diront. C'est tout simplement qu'il a dû faire une remontada. Il a foiré sa Q1 complètement. Il a démarré en dernière position et du coup même sur la pit lane, hein, carrément, parce que quitte à avoir foiré complètement les qualifications, autant changer des pièces. Ils ont totalement raison. Et du coup, condamné à une remontada. Et heureusement qu'il y a eu quelques arrêts de course parce que comme ça, il a pu, enfin quelques arrêts de course.
Il y en a eu une seule véritablement où on peut vraiment voir que ça lui a servi, parce que les deux autres arrêts de course, bah, comme les positions n'ont pas changé, bah ça, voilà, on peut rien dire, hein. Mais ouais, condamné à un exploit, cinquième position, bon. Évidemment, il y a un peu de déception, mais bon. J'aurais mis excellent. Franchement, j'aurais mis excellent si s'il n'y avait pas eu le problème avec les qualifications. Même j'aurais même mis, voilà, je mets encore un cran en dessous parce que j'aurais mis très bon si c'était pas de son fait. Bon, voilà, des erreurs de pilotage ça arrive. Puis même là où s'est planté Pérez, les deux Red Bull se sont régulièrement plantés là pendant les essais, hein. Ils avaient énormément de mal à négocier ce virage. Les tout premiers virages du secteur 1, c'était compliqué. Et là, bon ben voilà, c'est le problème, c'est que il se plante au pire moment, c'est-à-dire pendant les qualifications, et du coup condamner une remontada. 11 points de grappillé, c'est déjà ça, avec le meilleur tour. Tant mieux pour Pérez. Et ça démontre aussi la puissance de la Red Bull. Et punaise, la Red Bull, c'est une fusée, hein. Franchement, ouais, c'est impressionnant. Les dépassements qu'il a fait, Pérez, pour remonter le plus vite possible, il a fait des dépassements très osés, mais toujours dans les règles. Et ça, c'était beau. C'est beau à voir. Franchement, là-dessus, bravo Pérez pour la remontada. Mais bon, j'aurais préféré qu'il soit dans les meilleures positions. Et c'est comme ça. Ça a l'air de vachement les impacter, hein, vraiment, hein, cette amende qu'ils ont eu, Red Bull, hein. Ça va être le running gag de cette année, je pense. Ensuite, quatrième position, Lance Stroll. Lance Stroll qui était sixième avant l'arrêt de la course, qui était derrière Gasly à 1 seconde 7 et devant Perez à 1 seconde 7 aussi. Est-ce qu'il aurait tenu jusqu'au bout? Je pense qu'il aurait pu tenir jusqu'au bout la sixième position, mine de rien, parce que voilà, oui, il est moins bon que Alonso, mais voilà, il assure. Il assure, il fait le taf. Sixième position, c'était bien, c'était voilà. De toute façon, avec la configuration comme c'était la meilleure place qu'il pouvait avoir. Puis bon bah voilà, il s'est passé ce qui s'est passé avec le carnage des Alpines et Sainz pénalisé. Il grimpe à la quatrième position. Voilà. Et d'un côté, heureusement qu'il a démarré assez rapidement parce que mine de rien, quand tu regardes le classement, il y avait 1 seconde 6 d'écart par rapport à Verstappen lors de l'arrivée, du drapeau à damier, et il y avait quand même 1 seconde 4 hein, de grappiller, hein. Et heureusement que Stroll s'est pressé pour faire venir tout le monde parce que sinon ah, quoique, Hülkenberg. Je suis en train de voir Hülkenberg. Il y a 1 seconde 2 où je suis en train de constater ça. Bon, toujours est-il que, voilà, d'un côté, Stroll a permis à tout le monde de gratter une place par rapport sur Sainz. Voilà. Alors évidemment, il a pas fait volontairement et puis de toute façon, il savait très bien que de toute façon, il aurait sa quatrième position. Mais voilà, c'est une course correcte pour Stroll. C'est pas excellent, c'est pas très bon non plus, c'est pas mauvais. D'ailleurs, il y a aucune raison que ce soit mauvais. Non, c'est correct, juste correct. Et pareil pour Fernando Alonso, c'était correct, hein. Il y a eu quand même quelques belles batailles, mais globalement, il a pu affirmer sa troisième position et c'est tant mieux. Bravo à Fernando Alonso et quelle course. Surtout que voilà, il y avait un petit duel à distance avec Fernando Alonso. Oui, évidemment, c'est Fernando Alonso. Un petit duel à distance avec Lewis Hamilton. Au moment où j'ai fait la capture d'écran, pour moi, il y avait 1 seconde et demie, mais je sais qu'ils sont restés vraiment à peu près dans les mêmes temps, Hamilton et Alonso. Tout allait se jouer sur les pneus.
Est-ce qu'il y aurait eu une attaque à un moment donné? Peut-être. Mais s'il y avait eu une attaque du côté d'Alonso, je pense que Hamilton aurait attaqué. Donc pour moi, il y avait voilà, ça allait rester figé quoi qu'il arrive. Et d'ailleurs, Alonso, quelle chance, quel coup de bol. Parce que pour recontextualiser, hein, comme je l'ai dit, Sainz a harponné Alonso, donc logiquement il perd plein de positions. Mais comme il n'y a pas eu suffisamment de distance parcourue pour faire un premier point sur le classement, et, du moins ils estiment qu'il n'y a pas eu suffisamment de distance parcourue suite à la relance de course, avant qu'il y ait entre guillemets interruption de la course, drapeau jaune puis très rapidement et là quasi immédiatement drapeau rouge. Comme ils ont estimé qu'il n'y avait pas suffisamment de distance, donc tous les pilotes ont repris la position dans laquelle ils étaient. Ce qui fait qu'on a retrouvé Alonso qui était en dehors des points, revenir à sa troisième position. Alors, ça peut paraître un peu technique comme point du règlement, mais mais d'un côté, j'ai envie de dire, voilà, c'est pas la première fois que c'est appliqué, hein, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé, pas plus tard que lors du Grand Prix de Grande-Bretagne 2022, que comme il n'y avait pas suffisamment de distance parcourue, on a refait le classement par rapport à ce que c'était au moment du départ. Voilà, c'est pas la première fois que ça arrive. Mais heureusement qu'il y a ça, hein, et heureusement qu'il a pu rerouler, hein, parce que s'il ne reroulait pas, ça aurait été catastrophique. Et là, ça aurait été vraiment dégueulasse, hein. Tout comme c'est dégueulasse pour les Alpines, là, ça aurait été vraiment dégueulasse pour Fernando Alonso, qui avait fait le taf de bout en bout. Alors là, la troisième position, elle est plus que méritée pour Fernando Alonso. Et d'ailleurs, si on regarde bien le podium, il y a que des champions du monde. Il y en a 2, plus 8, 10, plus 1, 11. Ouais, il y a 11 titres de champion du monde là-dedans. Avec notamment Lewis Hamilton deuxième, qui pouvait difficilement espérer mieux, qui était bien parti pour rester derrière Russell, quoique il y avait une bataille, hein, une bataille qui s'est vite écourtée suite au premier drapeau rouge, hein, au premier accident. Mais voilà, Lewis Hamilton s'est bien défendu, il a été même, voilà, il a gardé sa première position assez longtemps, mine de rien. Mais Verstappen, voilà, il a la voiture pour, hein. C'est pas étonnant. Il avait 8 secondes d'écart, hein, mine de rien. 8 secondes d'écart, ce qui peut paraître énorme d'un côté, mais quand on regarde par rapport aux écarts qu'il a pu coller aux autres courses, alors certes les circuits sont différents, les configurations sont différentes, oui, mais ouais 8 secondes, bon, c'est pas si énorme que ça d'un côté. Voilà, c'est pas des écarts, voilà, ça c'est pas des écarts qui sont construits, voilà, sur deux trois tours, non, c'est ouais, c'est bon. Il y a évidemment une différence de performance encore, mais c'est pas dégueu. Là, ça fait du bien de retrouver Mercedes un petit peu au meilleur niveau là. Et c'est tant mieux, ça offre de belles batailles, hein. Et finalement, sur ce que j'ai dit la semaine dernière, ça se trouve, tout va partir en éclat parce que je pensais pas que ça allait être aussi équilibré que ça, en fait, hein. Je pensais très franchement que les Aston Martin, à un moment donné, allaient être la deuxième écurie, même si je continue d'affirmer que Ferrari est la deuxième meilleure écurie, même encore, même si je dois bien avouer que cet argumentaire commence à être difficilement défendable. Mais ouais, Aston Martin et Mercedes, c'est pas une bataille que j'imaginais voir en début de saison. Pour le moment, avantage Mercedes là-dessus. Mais voilà, bah, plus qu'à suivre, hein, et attention, Fernando Alonso, voilà, il peut faire quelque chose. Et du coup, comme j'ai dit, Verstappen, bon, bah,
Pas grand chose à dire de plus, hein. Évidemment, c'est le meilleur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Je le mets pas en excellent parce que parce que c'est du chipotage, hein. Évidemment que c'est la meilleure chose qu'il pouvait faire, mais voilà, disons qu'il n'y a pas véritablement de pilote qui est vraiment ressorti dans le classement, donc voilà. En vrai, si je devais en mettre un seul pilote excellent, ce serait Verstappen. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il fait sa course, quoi. Il est tranquille. Il a la voiture pour. Il est réglé comme un métronome, hein. Et puis, voilà, il fait sa course, il fait des temps, il est pas dérangé. Il fait sa vie. Du coup, quand on regarde le classement pilote, il y a beaucoup de changements. Enfin, pas dans les 3 premières positions, évidemment. Mais Lewis Hamilton grappille une position sur Carlos Sainz, Lance Stroll c'est sur George Russell, et Lando Norris, Nico Hülkenberg et Oscar Piastri mettent un bon coup de pied dans la fourmilière, vu qu'ils ont marqué leur premier point, et c'est pour ça qu'il y a énormément de descente dans le classement pour les autres pilotes. Et Zhao aussi a grappillé quelques places. Voilà. Et du coup, quand on regarde le classement constructeur, bon bah ça ne change pas trop, si ce n'est que pour la 4e position, Ferrari se tire une balle dans le pied, du coup, avec ce double zéro pointé. Et on a McLaren 5e. Ah oui, bah oui, bah oui, bah oui, évidemment. Je suis moi-même surpris de voir qu'ils sont 5e parce que compte tenu de ce qu'ils ont fait sur le tout début de saison, ouais, c'est surprenant, mais oui, c'est logique, hein, c'est logique avec tout ce qui s'est passé. Et du coup, ça fait qu'Alpine se retrouve 6e. Mais je continue d'affirmer que malgré les positions actuelles, Alpine est toujours la 5e meilleure écurie. Pour moi, c'est clair et net, hein. On le voit avec ce qu'ils ont fait pendant la course, hein. Je rappelle P5 et P10, là où Lando Norris était P8. Donc voilà, moi je continue d'affirmer que Alpine est toujours la 5e meilleure écurie. Et c'est vrai que un gros manque de bol comme ça, ça a eu des grosses conséquences. Et quand on regarde derrière, bon As reste 7e et Alfa Romeo, du coup mécaniquement diminue dans le classement et les Alfa Tauri et les Williams se retrouvent bonne dernière. Au moins, ce qui est bien, c'est que tout le monde a un point. Maintenant, qui sera dernier? J'espère quand même pas Williams, hein. Après, tu me diras, AlphaTauri, ce serait... Ouais, il en faut bien, hein, de toute façon, mais bon. Ce serait un peu terrible pour Williams qu'il soit encore dernier, parce que c'est bon, ça fait trop longtemps qu'ils sont derniers, quoi. Du coup, la note du Grand Prix, bah écoutez, hein, même si on accepte les 2 derniers tours, franchement, c'était un bon Grand Prix, il y a eu des bons dépassements. Voilà, le DRS a quand même bien aidé aussi, hein. Faut bien l'avouer que c'est super puissant. Il y a eu la remontada pour Sergio Pérez, des belles batailles, des belles frayeurs. Et ouais, non, pour moi, c'est un joli 14. Voilà, un 14 sur 20. C'est pas démérité. C'est un bon Grand Prix d'Australie. Voilà. Bon, c'est sur ça qu'on va se laisser. Et du coup, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner à nos chaînes Twitch et YouTube. Et voilà, faites comme vous voulez. Et on se retrouve pour le débrief du Grand Prix d'Azerbaïdjan quand le Grand Prix aura lieu, à savoir dans 3 semaines. Voilà. Bon, sur ce, je vous dis ciao.